Saced connaissait cette famille. Une maison impeccable, une pelouse tondue, les plus jeunes de la famille que l'on voyait dans la cour presque tous les jours. Mais quand on leur a posé des questions sur Daniel, personne n'a pu se souvenir de la dernière fois qu'il l'avait vu. L'un a dit « peut-être il y a 1 an ». L'autre « il me semble il y a plusieurs années ». Il vivait dans cette maison, il n'est jamais parti, et pourtant il a disparu, sans quitter sa propre famille. 14 octobre 2001, banlieue de Fort Worth, Texas. Un appel au service d'urgence est reçu le soir. Une femme donne calmement l'adresse et signale que leur fils, Daniel, n'a pas mangé depuis plusieurs jours et ne se lève presque plus. La voix est posée, les formulations sont précises, elle ne se presse pas et ne s'embrouille pas dans ses mots, pas de tremblement, pas de pauses qui surviennent généralement lorsqu'une personne essaie de maîtriser son anxiété. L'intonation est telle qu'elle dicterait une liste de courses. L'opérateur du 911 clarifie l'état, demande de vérifier la respiration et recommande de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Les réponses sont courtes et calmes. À un moment donné, on entend un son, soit des pas, soit quelque chose qui est touché en arrière-plan. Elle ne se laisse pas distraire. La conversation dure moins de 2 minutes et ne donne pas l'impression d'une menace urgente. L'ambulance part immédiatement. L'adresse se trouve dans une banlieue ordinaire, rue tranquille, maison soignée. Des enfants font du vélo à l'intersection. Chez l'un des voisins, la lumière est allumée sur la véranda. Rien n'indique une situation critique. En chemin, les paramédics examinent les données de l'appel. Refus de manger, faiblesse générale. Les formulations indiquent clairement qu'il s'agit d'un jeune homme. Pour l'équipe, cela ressemble à une intervention médicale standard. L'un d'eux prend une note sur sa tablette, l'autre regarde par la fenêtre, notant les numéros des maisons. La voiture s'arrête devant une façade bien entretenue, le porche est propre, un tapis en caoutchouc est posé sur les marches, soigneusement aligné avec le bord. La sonnette fonctionne au premier appui. La porte est ouverte par la femme qui a téléphoné. Elle se comporte avec retenue, ne s'agite pas. Les mains sont le long du corps. Elle dit que Daniel est dans la salle de bain. Elle indique la direction d'un geste, mais ne bouge pas elle-même. La maison est propre. L'ameublement est soigné. Des photos de famille sont accrochées au mur dans le couloir. Dans la cuisine, le réfrigérateur fonctionne silencieusement. Dès le premier examen, il devient clair que l'état de Daniel n'est pas lié à une détérioration soudaine. Son apparence suscite immédiatement une inquiétude professionnelle. Sa taille, sa corpulence et son état général ne correspondaient pas aux attentes. Son apparence parlait d'elle-même. Il était clairement loin d'être traité avec soin. La peau est pâle, presque grise. Les yeux sont entr'ouverts, mais le regard ne se fixe sur rien. L'un des paramédics commence les actions standards, vérifie le pouls, examine les pupilles. Le second s'éloigne et contacte le répartiteur. Il baisse la voix, mais les mots sont suffisamment clairs. Il signale que l'état de Daniel indique un épuisement prolongé et non un refus temporaire de nourriture. Cependant, dans la maison elle-même, il n'y a aucun signe de situation d'urgence. L'ambiance est calme. Sur la table de la cuisine, il y a un vase avec des fleurs artificielles. Pas une tache sur le sol. Rien ne semble abandonné ou négligé. Ce contraste est immédiatement perceptible, sans examen ni question supplémentaire. Le paramédic jette un nouveau regard sur le couloir. Dessin sur le réfrigérateur, un calendrier avec des notes. Tout est comme chez tout le monde. La version des parents cesse de concorder avec ce que voient les médecins. L'écart entre les mots et l'état est trop évident. La femme se tient dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine. Elle regarde non pas Daniel, mais les actions de l'équipe. Le paramédic le plus âgé décide d'informer la police, car ce qui a été vu ne peut être expliqué par une cause médicale dans le cadre d'un appel ordinaire. À partir de ce moment, l'intervention de l'ambulance dans la banlieue de Fort Worth cesse d'être routinière et marque le début d'une enquête qui révélera bien tout ce qui s'est passé dans cette maison bien avant le soir du 14 octobre. Après que les informations des médecins sont transmises à la police, une vérification standard de l'environnement commence.
non pas parce que la maison semble suspecte, mais parce que l'état de Daniel ne peut être expliqué par des raisons médicales d'un jour ou d'une semaine. Il faut comprendre depuis combien de temps cela dure et qui aurait pu le remarquer. De l'extérieur, la maison ne soulève pas de questions. Une banlieue tranquille de Fort Worth, une façade soignée, une pelouse tondue. L'herbe est égale, comme si elle avait été coupée récemment. Des jouets sont posés dans la cour, un camion à benne basculant en plastique, une corde à sauter, un ballon un peu dégonflé. À côté, une petite aire de jeu où les voisins se réunissaient le soir. Les balançoires oscillent légèrement avec le vent. Extérieurement, c'est une maison familiale ordinaire, en rien différente des dizaines d'autres dans cette rue. Lorsque les voitures de police apparaissent dans la rue, les voisins sortent pour regarder. Quelqu'un s'arrête près de la boîte aux lettres. Quelqu'un fait semblant de vérifier un parterre de fleurs. Pour eux, c'est inattendu. Cette adresse n'a jamais été associée à des problèmes. Il n'y a jamais eu d'appel à la police, de conflits bruyants ou de plaintes ici. Lors des premières conversations, les voisins décrivent la famille presque de la même manière. Calme, poli, pas très sociable mais pas non plus distant. On les saluait, on échangeait parfois quelques phrases. Le comportement ne sortait pas du rythme général de la rue. Un voisin mentionne qu'il a parfois vu la mère au magasin. Un autre se souvient des décorations de Noël. Rien de spécial. La mère apparaissait régulièrement dans la rue avec les autres membres de la famille. On les voyait dans la cour, sur l'aire de jeu, en chemin pour l'école. Ils étaient en vue. Les voisins les connaissaient. Une femme se souvient que la plus jeune fille lui avait offert des biscuits pour Thanksgiving. C'est précisément leur présence qui créait l'impression que tout allait bien dans la maison. À ce stade, la police ne constata rien d'alarmant. Le tableau semble complet. La maison vit une vie de banlieue ordinaire. Le matin, les voitures partent. Le jour, la rue se vide. Le soir, quelqu'un rentre du travail, quelqu'un sort se promener. Les chiens aboient, les portes claquent. Tout est comme partout ailleurs. Le tournant survient plus tard, lorsque les conversations deviennent plus précises et concernent des personnes spécifiques, et non la famille dans son ensemble. L'un des voisins dit qu'il n'a pas vu Daniel depuis très longtemps. Pas un mois ou deux. D'après lui, cela fait plusieurs années. Il se tait, essayant de se souvenir de quelque chose. Il secoue la tête. Ce moment est noté séparément. Le policier clarifie, demande de se souvenir de quand exactement. Le voisin ne peut pas donner de date, mais dit avec assurance que c'était bien avant cette année. Il regarde la maison, comme s'il essayait de voir quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Un autre voisin confirme la même chose. Il se souvient bien des autres membres de la famille, mais Daniel a cessé d'apparaître dans la rue au fil du temps. On ne le voyait pas dans la cour, on ne le voyait pas sortir de la maison, il a simplement disparu du champ de vision général. Le voisin hausse les épaules. Il dit qu'il n'y avait même pas pensé. C'est ici qu'une incohérence apparaît. La famille a continué à vivre en vue, les autres apparaissaient régulièrement dans la rue. La maison ne semblait ni fermée ni abandonnée. Mais une personne de cette famille était absente depuis des années, et personne ne pouvait expliquer cette absence avec précision. Auparavant, on trouvait des explications simples à cela. Une maladie, l'école à domicile, un séjour chez des proches. Ces versions semblaient plausibles jusqu'à ce qu'elles commencent à être comparées entre elles et avec ce que les médecins avaient vu à l'intérieur de la maison. Maintenant, elles s'effondraient. À partir de ce moment, il devient important pour la police non seulement ce qui s'est passé le jour de l'appel d'urgence, mais aussi depuis combien de temps Daniel était hors de la vue des autres. Le monde extérieur normal cesse d'être un arrière-plan et devient une partie de l'enquête, car c'est lui qui a permis à ce qui se passait de passer inaperçu pendant plusieurs années. Aux urgences, les médecins constatent immédiatement que l'état de Daniel n'est pas apparu ces derniers jours. Dès les premières mesures, des anomalies sont révélées qui ne se développent pas rapidement et ne peuvent être expliquées par un refus alimentaire de courte durée. Il est transféré en zone de soins intensifs. Le brancard roule dans le couloir. Les roues grincent légèrement dans les virages. L'infirmière tient la perfusion. Les procédures standards sont effectuées. Sa taille, son poids, ses signes vitaux sont mesurés. Des analyses sont prélevées. Tout cela est consigné dans le dossier médical, sans commentaire ni supposition.
Les tubes à essai s'alignent. Le marqueur grince sur les étiquettes. Les données sont indiquées dans le dossier. Suivent des chiffres qui suscitent une vive inquiétude. Les indicateurs ne correspondaient pas aux attentes. Son état parlait de lui-même. L'infirmière s'attarde sur les chiffres, vérifie à nouveau. Les chiffres ne changent pas. Après l'examen initial, les médecins formulent des diagnostics. Dystrophie alimentaire, déshydratation sévère, signe d'atrophie des organes internes. L'organisme est systématiquement épuisé. Cela ne ressemble pas au résultat d'une seule défaillance ou d'une maladie récente. Chaque point est enregistré sur une ligne distincte. La page du dossier est remplie à moitié. Des traces d'un traitement loin d'être soigneux sont notées séparément. Ces traces ne sont pas fraîches. Certaines d'entre elles ont déjà guéri. Le dossier médical indique qu'aucun traitement n'a été administré au moment de leur apparition. La nature de ces blessures ne correspond pas à un seul épisode accidentel. Le médecin fait une note en marge. Il la souligne 2 fois. Avant de tirer des conclusions, les médecins vérifient les alternatives possibles. Des maladies congénitales, des troubles métaboliques, des syndromes rares sont envisagés. Les analyses reviennent l'une après l'autre. Aucune de ces versions n'est confirmée. Le tableau clinique reste inchangé malgré toutes les vérifications. À ce stade, le médecin-chef du service est impliqué dans l'examen. Il examine le dossier dans son intégralité, des premières mesures aux résultats des analyses et à la description de l'état. Il tourne les pages lentement, revient à l'une des sections, relit. Sa conclusion est formulée avec retenue et sans évaluation émotionnelle. Un tel état ne peut se former spontanément et n'est pas lié à des causes génétiques. Il se développe suite à une restriction alimentaire prolongée et systématique. Cette conclusion est officiellement enregistrée. Les formulations sont choisies de manière à refléter les faits médicaux et non les suppositions sur les motivations. Jusqu'à présent, il était question d'un état grave. Maintenant, les documents font état d'actions extérieures comme cause de ce qui se passe. Le médecin-chef contacte la police. Il fait état d'un épuisement critique, de traces de mauvais traitements et de l'absence d'explications médicales pouvant justifier ces indicateurs. La voix est posée. Pas de mots superflus. Ce n'est pas un appel émotionnel ni une accusation, c'est un signal médical formel. Au même moment, les parents continuent d'insister sur leur version. Ils parlent d'une maladie rare et du fait que Daniel aurait refusé de manger de lui-même. La mère répète les mêmes phrases. Le beau-père hoche la tête en accord avec ses paroles. Ces explications ne trouvent aucune confirmation dans le dossier médical et restent de simples mots. Les médecins ne se disputent pas. Ils continuent d'enregistrer les données. Chaque mesure, chaque diagnostic et chaque incohérence restent dans les documents. Le stylo glisse sur le papier. Les chiffres s'alignent en colonnes. Ce sont ces enregistrements qui deviendront plus tard la base de toutes les conclusions ultérieures. À la fin de cette étape, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'une détérioration soudaine ni d'un problème temporaire. Les données médicales indiquent un processus qui s'est développé longtemps et a nécessité des décisions constantes de la part des adultes. À partir de ce moment, pour la police, l'essentiel n'est plus de rechercher une maladie, mais de reconstituer la manière dont Daniel a vécu avant son admission à l'hôpital et qui, pendant toutes ces années, a contrôlé ses conditions de vie. Le rapport médical donne à la police une base pour vérifier les explications de la famille. Jusqu'à présent, elles étaient considérées comme une des versions. Maintenant, il faut les enregistrer et les confronter à ce qui est déjà consigné dans les documents. La conversation se déroule calmement, sans pression ni accusation. Le détective demande simplement de raconter ce qui est arrivé à Daniel ces dernières années et comment la famille explique son état. Le bureau est petit. Sur la table, il y a un dossier de papier. Le dictaphone est allumé. La mère commence la première. Elle parle avec assurance et cohérence. Selon elle, Daniel souffre d'une maladie rare liée au métabolisme. Elle affirme qu'il refusait de manger depuis longtemps et ne réagissait presque pas aux tentatives de le nourrir. Elle explique tout changement d'état par les particularités de la maladie. Les mains sont croisées sur les genoux. La posture ne change pas. Le beau-père confirme ce qui a été dit. Son récit répète presque entièrement les paroles de la mère.
les mêmes formulations, les mêmes explications. Il n'ajoute pas de nouveaux détails et ne corrige pas ce qui a été dit, mais soutient seulement la version déjà énoncée. Parfois, il regarde sa femme, comme pour vérifier. Le détective pose des questions complémentaires. Quand les problèmes ont-ils été remarqués pour la première fois? Où ont-ils cherché de l'aide médicale? Qui a suivi Daniel auparavant? Les réponses restent générales, les noms de cliniques ne sont pas cités, les noms de médecins ne sont pas rappelés, les délais sont vagues et ne s'inscrivent pas dans une chronologie claire. La mère fait une pause, regarde le plafond, dit qu'elle ne se souvient pas exactement. Pendant ce temps, le comportement des parents attire l'attention. Ils ne s'intéressent presque pas à l'état actuel de Daniel. Ils ne posent pas de questions sur le pronostic et le traitement. Pas une seule fois ils ne prononcent des mots comme « Comment va-t-il » ou « Quand pouvons-nous le voir ?» Toute la conversation se résume à la répétition d'une seule version sans déviation ni clarification. Ceci est consigné dans le procès-verbal comme une observation, sans évaluation ni conclusion. La conversation se termine rapidement. Les détectives n'expriment aucun doute et ne discutent pas. À ce stade, il est important pour eux de conserver les formulations initiales afin de les confronter ultérieurement aux faits. Le dictaphone est éteint, le dossier est fermé. Parallèlement, les médecins poursuivent l'examen. Dans le cadre de la procédure standard, une radiographie est effectuée. L'appareil bourdonne, les plaques sont alignées sur le négatoscope. Les clichés sont transmis au radiologue pour évaluer l'état des os. Lorsque les résultats sont prêts, le radiologue attire l'attention sur plusieurs zones. Des traces de blessures sont visibles sur les clichés. Elles remontent à différentes périodes. Certaines d'entre elles ont déjà guéri, d'autres semblent plus récentes. Les blessures sont réparties de telle sorte qu'elles ne peuvent pas être expliquées par un seul épisode ou une chute accidentelle. Le radiologue passe son doigt sur le cliché, le montre à un collègue. Celui-ci hoche la tête en silence. Le radiologue indique que les blessures se sont formées à différents moments et n'ont pas été accompagnées d'un traitement complet. Cette conclusion est rédigée par écrit et jointe au dossier médical. Signature, cachet, date. À ce moment, les paroles des parents se heurtent pour la première fois à des données objectives. Ni une maladie rare, ni un refus de manger n'expliquent la présence de multiples blessures d'ancienneté différentes. Le détective confronte le rapport médical à ce qui a été dit précédemment. Le récit des parents reste le même. Aucune nouvelle explication n'apparaît. L'incohérence entre les paroles et les faits est désormais établie. Ce n'est pas encore une accusation ni une conclusion finale, mais à partir de ce moment, l'enquête a un premier appui solide. Les clichés médicaux deviennent la première preuve qui change la direction de la vérification et oblige la police à examiner attentivement ce qui est arrivé à Daniel bien avant son admission à l'hôpital. Après les conclusions médicales, les discussions sur les versions passent au second plan. L'attention se porte sur les personnes qui étaient chaque jour aux côtés de Daniel et prenaient des décisions pour lui. La maison où vivait la famille n'était pas isolée. D'autres membres de la famille s'y trouvaient. Les voisins les voyaient. Ils sortaient dans la rue, jouaient dans la cour, allaient à l'école. Leur sac à dos était dans le couloir. Leur voix s'entendait le soir. Pour l'entourage, cela ressemblait à une vie de banlieue ordinaire. Dans ce contexte, la situation de Daniel se distingue nettement. Il vivait dans la même maison, mais existait en dehors du rythme général. On ne le voyait presque pas. Avec le temps, son absence est devenue totalement imperceptible. Pour les détectives, cela devient un point important, car il s'agit de conditions différentes au sein d'une même famille. Une seule maison, les mêmes murs, des vies différentes. L'enquête est menée par le département de police de Fort Worth. Et en premier lieu, l'attention se concentre sur la mère et le beau-père. Ce sont eux qui étaient responsables du quotidien, de la nourriture et des consultations médicales. La présence d'autres membres de la famille dans la maison ne fait que souligner cette responsabilité. Les détectives vérifient leur biographie. Travail, éducation, historique de résidence. La mère a une trentaine d'années, plusieurs emplois ordinaires, magasins, bureaux, de nouveaux magasins. Le beau-père a à peu près le même âge, revenu stable, permis de conduire. Rien qui saute aux yeux immédiatement. Des gens ordinaires avec des documents ordinaires. Ensuite, ils examinent les registres officiels.
Pas d'antécédents judiciaires, pas de plainte des voisins, aucune demande aux services sociaux à cette adresse. Avant octobre 2001, le système n'avait enregistré aucun signal d'alarme. Les bases de données sont vides, les lignes sont claires. Plus les détectives étudient les documents, plus le fossé est perceptible. Sur le papier, tout semble calme. À l'hôpital, un état qui ne peut pas apparaître soudainement et qui ne correspond pas aux explications des parents est enregistré. Ces deux mondes ne se croisent pas. Ils reviennent sur leurs paroles. La version reste la même. Maladie. Refus de manger. Aucune autre raison. Maintenant, ces explications sont prononcées sur fond de données médicales et de la manière dont les autres vivaient dans la même maison. Les policiers précisent les détails de la vie quotidienne. Qui était à la maison le jour, où Daniel se trouvait habituellement, qui surveillait son régime. Les réponses sont données avec assurance, mais restent générales et ne forment pas une image cohérente. La mère regarde légèrement de côté. Le beau-père tapote le genou avec ses doigts. À un moment donné, il devient clair qu'il n'y a plus de progrès possible avec les documents et les paroles. Les faits médicaux parlent d'un processus prolongé. Les bases de données officielles n'expliquent pas comment il a pu durer des années. Il ne reste qu'un seul endroit où tout peut être vu sans les interprétations des autres. La maison. C'est là qu'il décide d'aller ensuite. Les détectives préparent une perquisition en se basant sur les conclusions médicales, les radiographies et les divergences dans les explications des parents. Ce n'est pas un pas précipité ni une émotion, mais une suite logique de ce qui a déjà été enregistré. À ce stade, l'enquête dépasse les murs de l'hôpital. Devant eux se trouve l'inspection de la maison, qui de l'extérieur semblait ordinaire, mais qui à l'intérieur pouvait cacher les réponses sur la manière dont Daniel vivait aux côtés des autres et pourquoi ses conditions étaient si différentes. Pendant que les documents pour la perquisition sont en préparation, la police fait un autre pas. Les détectives parlent aux autres membres de cette famille, ceux qui vivaient dans cette maison et voyaient ce qui se passait chaque jour. Les conversations se déroulent en présence d'un travailleur social. La pièce est lumineuse. Sur la table, il y a un verre d'eau et des crayons de couleur. Sans pression et sans formulation brusque, il est important de comprendre à quoi ressemblait la vie quotidienne à huis clos, sans version ni supposition. Au premier abord, tout semble calme. Ceux qui vivent dans la maison sont soignés, actifs, répondent librement aux questions. Les vêtements sont propres. Les coiffures sont soignées. Ce contraste frappe immédiatement, surtout si l'on garde en mémoire l'état de Daniel tel que les médecins l'ont constaté à l'hôpital. Aux questions générales, les réponses se ressemblent. Selon eux, Daniel était souvent malade et était presque tout le temps isolé. Ces mots sont répétés plusieurs fois, comme si c'était une explication habituelle, à laquelle tout le monde était habitué depuis longtemps. Comme une phrase apprise par cœur. Quand la conversation porte sur les détails, les réponses deviennent plus prudentes. Des pauses apparaissent. Le regard s'éloigne. Les phrases sont interrompues, comme s'il était inconfortable ou effrayant de continuer à parler. Les doigts tripotent le bord du t-shirt. Le pied se balance sous la table. Le travailleur social oriente doucement la conversation vers des moments quotidiens. Où Daniel se trouvait-il pendant la journée? Que se passait-il s'il faisait du bruit? Qui lui rendait visite le plus souvent? La voix est égale, presque ennuyée. C'est ainsi qu'on demande le temps. C'est précisément à ce moment que l'un des plus jeunes de la famille prononce une phrase qui change toute la conversation. Calmement, sans émotion, elle dit que maman se mettait en colère quand il faisait du bruit dans le placard. Ces mots sont prononcés sans explication. Pour elle, ce n'est pas une confession ni une plainte, c'est simplement un souvenir, raconté aussi banalement que tout autre détail de la vie de la maison. Elle prend un crayon et commence à dessiner. Le travailleur social ne bouge pas. Les détectives enregistrent la phrase mot pour mot, sans précision ni commentaire. Le stylo reste immobile une seconde au-dessus du papier. Jusqu'à présent, il était question de maladie et d'isolement. Maintenant, un lieu précis apparaît. Pas une pièce abstraite ni un espace séparé, mais un placard. Ce détail donne immédiatement la direction des actions futures. Il ne nécessite pas d'interprétation et n'a pas besoin d'évaluations émotionnelles.
Il indique où précisément il faut chercher les confirmations de ce qui est déjà consigné dans les documents médicaux. À ce stade, la police a une image complète à partir de différentes sources. Les conclusions médicales, les radiographies et les mots prononcés au sein de la famille. Tout cela converge vers un seul point. L'inspection de la maison cesse d'être une formalité et devient une étape nécessaire pour vérifier un lieu spécifique. Après les paroles prononcées lors de l'interrogatoire au sein de la famille, un point devient important pour les médecins et la police. Avant la perquisition, il faut exclure toute influence des parents et laisser Daniel sous surveillance en toute tranquillité. Le lendemain, en octobre 2001, une décision officielle est prise à l'hôpital. Elle est formalisée par les services de protection de l'enfance du comté de Tarrant avec la participation de la police de Fort Worth. Les parents se voient temporairement restreindre le contact avec Daniel pendant la durée de l'enquête. Le document est signé à 3 heures de l'après-midi. Le document est lu en présence du personnel hospitalier et de la police. Il ne s'agit pas d'une privation de droit, mais d'une mesure temporaire. La raison est simple et claire. Les conclusions médicales, les radiographies et les témoignages recueillis au sein de la famille. Le langage juridique ne permet pas d'intonation. La réaction de la mère et du beau-père s'avère étonnamment vive. Presque immédiatement, la conversation dégénère en conflit. La voix monte. La mère fait un pas en avant. Les poings se serrent. Des accusations de manque de professionnalisme sont lancées à l'encontre des médecins. Leurs actions sont qualifiées d'illégales. Le beau-père répète plusieurs fois que personne n'a le droit de s'ingérer dans leur famille. Il se lève, se rassoit, se lève à nouveau. La mère parle de plainte et de procès, du fait que l'hôpital regrettera sa décision. La conversation vire rapidement aux exigences et aux menaces. Sa voix devient plus aiguë. Les mots se mélangent. Pendant ce temps, un détail attire l'attention des détectives. Pendant toute la dispute, les parents ne parlent presque pas de l'état de Daniel. Ils ne posent pas de questions sur le traitement. Ils ne s'intéressent pas au pronostic. Aucune question sur son état de santé. Au centre de la conversation, il n'y a qu'une seule chose. L'annulation de l'interdiction et le retour du contrôle. Le personnel essaie de maintenir la situation calme. Les médecins expliquent que la mesure est temporaire et liée à la nécessité de stabiliser son état. Les policiers rappellent que la décision doit être exécutée. Un garde s'approche de la porte. Cela ne change pas le comportement des parents. Le détective enregistre ce qui se passe sans commentaire. Ce n'est pas le conflit en lui-même qui l'intéresse, mais la répartition des accents. Dans une situation de stress, les parents parlent encore et encore de leurs droits, mais pas du bien-être de Daniel. Il prend une note dans son carnet, la souligne. Ces observations ne sont pas considérées comme des preuves, mais combinées aux faits médicaux et aux témoignages précédents, elles ajoutent une touche supplémentaire au tableau général. À la fin de la journée, la tension à l'hôpital retombe. La restriction reste en vigueur. L'accès des parents est interrompu. Toutes les formalités nécessaires sont accomplies. Le couloir se vide. La lumière dans le bureau s'éteint. Maintenant que l'influence de la famille est exclue et que les points clés sont enregistrés, la police peut aller de l'avant. La prochaine étape mène là où, selon les membres de la famille, se trouvait l'endroit exact à l'intérieur de la maison et où il faudra vérifier ce qui se passait à huis clos. Après avoir obtenu le mandat, la police procède à la perquisition de la maison. Le matin du 17 octobre 2001, les détectives du département de police de Fort Worth arrivent à l'adresse dans la banlieue du comté de Tarrant. Les caméras sont allumées, toutes les actions sont enregistrées dès l'entrée, le voyant rouge clignote sur le boîtier. De l'extérieur, la maison semble bien entretenue, la cour est rangée. À l'entrée, des jouets sont posés, une pelle en plastique, un seau, un ballon. Rien ne distingue cet endroit des autres maisons de la rue. Les rideaux sont tirés. Le soleil du matin frappe les vitres. À l'intérieur, l'ambiance est la même, propre, soignée. Les meubles sont rangés. Dans la cuisine, c'est ordonné. Des assiettes dans les gouttoirs, une serviette accrochée. Dans les chambres des autres membres de la famille, les lits sont faits, des livres et des vêtements sont sur les étagères. Un ours en peluche est assis sur le rebord de la fenêtre.
Ces pièces semblent telles qu'on les attendrait dans une maison ordinaire. Les détectives inspectent la maison de manière séquentielle. Ils vérifient la salle de bain, la cuisine, les couloirs. Ils ouvrent les placards. Ils regardent sous les lits. La perquisition se déroule calmement, sans précipitation. À ce stade, rien n'est découvert qui indiquerait un espace isolé séparé. Au fond du couloir, une porte de débarras attire l'attention. C'est une petite pièce non destinée à l'habitation. En examinant la porte, les détectives remarquent un détail qui se distingue immédiatement. Tout le monde s'immobilise. Un loquet est installé sur la porte, du côté extérieur. La fixation est vérifiée sur place. Le métal est froid. Les rayures sur le cadre indiquent une utilisation fréquente. Le loquet est solidement fixé et positionné de manière à ce qu'il soit impossible d'ouvrir la porte de l'intérieur. Ce moment est enregistré sur vidéo. La caméra se rapproche. Après cela, il est décidé d'ouvrir la porte de force. Derrière elle se trouve un espace exigu. Environ 1 mètre sur 1,50 m. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'éclairage. L'obscurité est telle que les yeux ne s'habituent pas immédiatement. Les murs et le sol sont couverts de traces de saleté. Sur le sol se trouve un mince matelas, enfoncé, taché. À côté, un seau en plastique. Rien d'autre. Une forte odeur d'ammoniac se fait sentir dans la pièce. Elle frappe le nez dès la première seconde. Elle indique une utilisation régulière de cet espace et non qu'il a été fermé pendant longtemps. L'un des détectives se couvre la bouche avec sa main. Les détectives enregistrent les dimensions du débarras. Il est impossible de s'y tenir debout. Le plafond est bas. L'espace n'est pas destiné à une longue présence humaine. Le maître ruban cliquette. Les chiffres sont notés. Les criminalistes sont appelés sur place. La pièce est délimitée par une bande jaune. Des mesures sont effectuées, des photos sont prises. Les flashs éclairent les coins. L'état des surfaces et l'emplacement des objets sont notés. Chaque détail reçoit un numéro. Le contraste avec le reste de la maison est évident. En dehors du débarras, ordre et propreté. Photos de famille sur les murs. Serviettes propres dans la salle de bain. À l'intérieur, un espace clos avec des signes d'utilisation constante. 2 mondes, séparés par une seule porte. À ce moment, la police dispose déjà des données médicales, des témoignages des membres de la famille et maintenant un lieu précis qui correspond directement aux mots entendus précédemment concernant le placard. La perquisition se poursuit, mais l'élément clé de l'enquête est déjà trouvé. L'espace découvert explique la durée de l'état de Daniel et confirme que ce qui se passait n'était pas accidentel. À partir de ce moment, l'enquête passe au niveau supérieur. Toutes les actions futures seront basées sur ce qui a été découvert derrière cette porte. Après la perquisition, les objets saisis sont envoyés au laboratoire de criminalistique du comté de Tarrant. L'expertise ne prend pas un jour. Le travail se déroule par étapes, au fur et à mesure de l'arrivée des résultats. Des boîtes de preuves s'alignent sur les étagères. Chacune est étiquetée. Le matelas du débarras, des prélèvements sur les murs et le sol, ainsi que le loquet métallique de la porte sont transmis au laboratoire. Chaque objet est enregistré séparément, avec l'indication du lieu de découverte et de l'heure de la saisie. Des codes-barres sont collés sur les sacs, les formulaires sont remplis à la main. Le matelas est le premier examiné. Il est fin, sans housse, avec des traces évidentes d'une utilisation prolongée. La mousse est compressée à l'état de carton. L'analyse révèle des contaminations biologiques caractéristiques d'une présence humaine régulière dans un espace clos sans accès aux conditions sanitaires. Par la composition et la répartition des traces, les experts concluent qu'il s'agit d'une longue période, pas de jours, pas de semaines. Parallèlement, un examen des murs est effectué. Au niveau de la taille de Daniel, de nombreuses traces de contact sont enregistrées. Elles sont réparties de manière désordonnée, sans direction claire. Un tel motif est caractéristique d'un contact constant avec les murs dans des conditions de forte restriction de mouvement. Aucune trace d'adulte n'a été trouvée dans cette pièce, seulement de petites empreintes, une seule taille. L'absence de conditions de vie normale est notée séparément. Dans le débarras, il n'y a pas de lumière, pas de ventilation, pas d'affaires personnelles,
ni livres, ni jouets, ni couverture. La seule issue est la porte, verrouillée de l'extérieur. Les mesures confirment qu'il est impossible de s'y tenir debout. La personne ne pouvait que s'asseoir ou s'allonger. Une fois les expertises principales terminées, les matériaux sont transmis au médecin légiste. Il compare les résultats des analyses de laboratoire avec les données médicales enregistrées à l'hôpital. Les indicateurs de Daniel correspondent aux conditions découvertes dans le débarras. Les chiffres concordent. Le tableau se dessine. Le rapport conclut que les conditions constatées expliquent directement l'état enregistré. Les versions de maladie ou de défaillance génétique ne sont pas confirmées. Le document est signé. Date. Caché. À ce stade, la police a une image stable. Les données médicales et les résultats des expertises se complètent et indiquent la même chose. Après cette étape, l'enquête passe à la suivante. Il ne s'agit plus de vérifier les faits, mais des actions des adultes et de leur évaluation juridique. Après l'apparition de l'avocat, la ligne de défense devient presque immédiatement claire. Toute la responsabilité est transférée au beau-père. Il est présenté comme un homme dur et contrôlant, celui qui aurait pris les décisions clés dans la maison. La mère, dans cette version, apparaît comme une figure dépendante, incapable d'influencer ce qui se passait, une victime des circonstances. Cette position est officialisée et transmise à l'enquête. Les détectives ne contestent pas et ne commentent pas. La version est acceptée pour vérification. Le dossier s'enrichit de nouvelles pages. Il commence par le passé du beau-père. Il vérifie les anciens lieux de travail, interroge les collègues et connaissances, remonte aux anciennes adresses. Il s'intéresse à la manière dont il se comportait dans la vie quotidienne et lors de conflits. Les réponses concordent sur un point. C'est une personne difficile, brusque, mais personne ne décrit de signe de contrôle total sur ses proches. Un ancien voisin dit « un gars ordinaire », parfois nerveux. Ces témoignages sont enregistrés et ajoutés au dossier. Parallèlement, le travail se poursuit avec les supports saisis. Lors de la perquisition, le téléphone de la mère a été confisqué à la maison. L'appareil est envoyé pour expertise numérique avec les autres éléments. Lors de l'analyse des données, les spécialistes reconstituent la correspondance avec une amie proche. Les messages datent d'une époque où le beau-père ne vivait pas encore dans cette maison. La correspondance n'est pas sortie de son contexte. Elle s'étend sur des mois, des centaines de messages, des années. Dans ces messages, la mère se plaint régulièrement de Daniel. Elle utilise des formulations dures. Elle écrit son irritation et son désir de le tenir à l'écart des autres membres de la famille. Elle le qualifie de fardeau, d'entrave. Ces mots apparaissent bien avant l'arrivée de l'autre adulte dans la maison. Pour l'enquête, c'est un détail important. La chronologie montre que l'attitude de la mère s'est formée plus tôt et n'est pas liée à l'influence du beau-père. La ligne du temps ne ment pas. Après cela, la version de la responsabilité exclusive du beau-père n'est pas confirmée par les données recueillies. La vérification montre que ce qui se passait dans la maison ne peut être expliqué par la pression d'une seule personne. Après cela, les enquêteurs examinent les actions de chacun des adultes et les comparent aux faits déjà établis. À ce moment-là, les enquêteurs comprennent déjà dans quelles conditions Daniel vivait et quelles décisions étaient prises par les adultes. L'étape suivante est liée à ce qui est longtemps resté en dehors des faits. Pourquoi, dans cette famille, c'est lui qui a été isolé? Le travail commence par l'étude de l'histoire familiale. Les archives du tribunal de la famille du comté, les documents de mariage et de divorce sont consultés. Des dossiers poussiéreux, des cachets décolorés. Les documents enregistrent le premier mariage de la mère avec Michael Cavanaugh, contracté à la fin des années 80. C'est de ce mariage qu'est né Daniel. Le divorce a été prononcé au début des années 90, alors qu'il n'avait que quelques années. Les relations entre les anciens époux se sont terminées de manière conflictuelle et sans contact ultérieur. Ces données sont confirmées par des documents judiciaires et des dossiers d'affaires familiales. Des litiges sur le partage des biens, des accusations, des contre-poursuites. La mère a formé une nouvelle union, bien plus tard. Les autres membres de la famille sont apparus lors du second mariage, dans la seconde moitié des années 90. Cette séparation est clairement visible dans les documents et confirmée par les témoignages de connaissances de la famille. Un enfant du premier mariage, les autres du second.
Les personnes qui fréquentaient la maison se souviennent que Daniel était rarement vu aux côtés des autres. Il ne participait presque pas à la vie familiale commune et était rarement mentionné dans les conversations en présence d'étrangers. Une connaissance dit « Je ne savais même pas qu'ils avaient un aîné ». Elle hausse les épaules. Lors de la perquisition, en plus des supports numériques, des effets personnels de la mère ont été saisis à la maison. Parmi eux, plusieurs cahiers et carnets conservés dans la chambre à coucher, dans le tiroir de la commode, sous le linge. Ces documents ont été étudiés ultérieurement dans le cadre de l'affaire. Les notes étaient des annotations éparses, écrites à la main à différents moments. Elles n'étaient pas systématisées et ne semblaient pas préparées pour des yeux étrangers. L'écriture est irrégulière, les encres de couleurs différentes. Dans ses notes, l'attitude envers Daniel apparaît de manière cohérente. La mère le qualifie de « copie de Michael », faisant référence à son ex-mari. Ailleurs, il est désigné comme un rappel et la cause de tous mes problèmes. Ces formulations se répètent sur plusieurs années et apparaissent bien avant les événements de 2001. Le ton des notes est égal et froid. Ce ne sont pas des éclats d'émotion, mais une perception établie, maintenue pendant une longue période. Comme un rapport, comme la comptabilité de la haine. Pour l'enquête, cela devient une explication importante. Au sein de sa propre famille, Daniel était un étranger. Il n'était pas perçu comme un individu à part entière, mais comme un lien avec un mariage passé et un conflit que la mère n'avait jamais réussi à clore. Il devient clair que la suite ne portera pas sur les motifs, mais sur les décisions prises par les adultes et leurs conséquences pratiques. Les enquêteurs procèdent à l'interrogatoire des habitants de la maison. Lorraine et son mari sont convoqués le même jour. On les sépare dans des bureaux différents et on ne leur donne aucune possibilité de se croiser. Le couloir entre eux mesure 30 mètres, avec une porte fermée. Chaque conversation est enregistrée avec la date et l'heure et la séquence des réponses. Lorraine est la première à être interrogée. Après les explications d'usage, l'enquêteur s'écarte presque immédiatement des formulations générales. Sur la table sont déposées l'une après l'autre des photographies du débarras prises lors de la perquisition. D'abord une, puis la suivante. Une pause est ménagée entre les clichés permettant d'en examiner les détails. Le silence dans le bureau devient palpable. Elle observe longtemps les images. Elle reste silencieuse pendant quelques secondes. Ses yeux ne bougent pas. Puis elle dit qu'elle se souvient mal de la manière dont tout était organisé. Elle ajoute qu'il a toujours été difficile de maintenir l'ordre dans la maison. Selon elle, Daniel dérangeait souvent, ne respectait pas les règles, et il fallait le tenir à l'écart pour que les autres puissent vivre tranquillement. L'enquêteur lui demande de préciser ce qu'elle entend par là. Lorraine ne répond pas immédiatement. Elle regarde ses mains. Elle dit que c'était temporaire, uniquement au moment où il se comportait mal. Elle souligne que ce n'était pas une mesure permanente. Sa voix est égale, presque mécanique. Lorsque la conversation aborde le temps qu'il y a passé, les réponses deviennent vagues. Elle dit qu'elle ne peut pas donner de délai précis. Elle répète que ce n'était pas pour longtemps. À la demande de décrire une journée ordinaire, elle revient aux mêmes formulations, sans ajouter de nouveaux détails. Le cercle se referme. Quelque temps après, la conversation porte sur la façon dont Daniel mangeait. Au début, Lorraine affirme avec assurance qu'il mangeait avec tout le monde. Puis, après une pause, elle ajoute que les portions pouvaient être plus petites. Elle explique cela par le fait qu'il éparpillait la nourriture et mettait le désordre. Lorsque l'enquêteur demande qui a pris cette décision, elle répond évasivement et propose de passer à la question suivante. Ses doigts tremblent légèrement. Quelques heures plus tard, Marc est interrogé dans une autre pièce. On lui montre les mêmes photographies, dans le même ordre. Il commence à parler presque immédiatement. Il n'attend pas les questions. Il explique qu'il n'a pas pris les décisions clés et qu'il s'est efforcé de ne pas s'immiscer dans ce qui se passait à la maison. Selon lui, l'initiative venait de sa femme et il acquiesçait pour éviter des conflits permanents. Contrairement à Lorraine, il parle plus en détail. Il raconte que le débarras était fermé au verrou pour que Daniel ne sorte pas la nuit. Il mentionne un matelas posé directement sur le sol. Il dit que la nourriture lui était donnée séparément,
pour ne pas le faire asseoir à la table commune et ne pas créer de tension. Il énumère ces détails calmement, sans pause notable, comme s'il décrivait des travaux de rénovation dans un garage. L'enquêteur confronte ses paroles avec ce qui a été dit précédemment. Là où Lorraine parle de cas rares, Marc décrit un ordre établi. Il affirme que c'était ainsi presque tous les jours. Ces divergences sont immédiatement relevées. 2 versions, les mêmes événements. Après cela, on lit à Marc des extraits des notes personnelles saisies lors de la perquisition. Les formulations sont dures. Elles parlent d'une copie de l'ex-mari et de la cause de tous les problèmes. L'enquêteur précise les dates. Ces notes se rapportent à une période où Marc ne vivait pas encore dans cette maison. Il se tait et ne répond pas pendant plusieurs secondes. Il regarde la table, puis le mur. Ensuite, il dit qu'il n'avait jamais vu ces notes auparavant. Après cela, Marc n'insiste plus sur sa version précédente et commence à expliquer en détail dans quelle situation Lorraine prenait les décisions et à quel moment il a cessé de s'y immiscer. La conversation s'éternise. L'enquêteur revient sur les mêmes épisodes, posant à chaque fois les questions différemment. Les réponses changent, les détails divergent, les formulations précédentes ne coïncident plus, les contradictions se multiplient. À la fin des interrogatoires, il est clair que les récits de Lorraine et Marc ne concordent pas et ne peuvent être ramenés à une seule version. Ces divergences sont trop précises et répétitives pour être expliquées par le hasard. Ensuite, toutes leurs déclarations sont confrontées aux éléments déjà disponibles du dossier. Après les interrogatoires, l'attention des enquêteurs se concentre sur le travail à l'hôpital. Un spécialiste est invité là où Daniel est sous surveillance constante. Pas sous forme d'entretien ni de simple conversation. À ce stade, personne n'exige de réponse ni ne pose de questions directes. L'objectif est autre, comprendre s'il est capable d'établir un contact et comment il y parvient. Les premières rencontres se déroulent presque en silence. Daniel ne parle pas, il évite le regard et reste distant. Il est assis dans un coin du lit, les genoux serrés contre sa poitrine. Le spécialiste ne le presse pas et ne le pousse pas. Au lieu de questions, il y a du papier et des crayons. On lui explique qu'il peut dessiner tout ce qui lui vient à l'esprit, sans règle ni jugement. Les crayons sont alignés sur la table. Il les regarde longtemps. Quelques jours plus tard apparaissent les premiers dessins. Les mêmes détails s'y répètent. Une grande maison, des murs et des fenêtres nettes. À l'intérieur, plusieurs figures dessinées avec assurance, des couleurs vives, des visages souriants. Et séparément, une petite figure, dans un coin de la feuille, enfermée dans un rectangle sombre sans porte ni fenêtre. Crayon noir. Les lignes sont épaisses, appuyées. Ce motif apparaît sur presque chaque dessin, quel que soit le sujet donné. Le spécialiste observateur ne commente rien à voix haute. Il note les dimensions, l'emplacement, la répétition. La maison occupe presque toute la feuille. Il y a de nombreuses figures à l'intérieur. Le rectangle sombre est toujours clos et toujours séparé, comme sur une autre planète. Avec le temps, Daniel commence à réagir aux demandes. On lui demande de montrer qui est où sur le dessin. Il montre d'abord la maison, puis le rectangle. Il le fait calmement, sans hésitation. Son doigt s'arrête sur le carré sombre. Quand on lui demande d'expliquer ce qu'est cet endroit, il reste silencieux. Il retire sa main. Il regarde sur le côté. Une percée se produit lors d'une des séances, lorsque des cartes illustrant de la nourriture sont posées sur la table. C'est un ensemble standard pour un travail associatif. Des pommes, du pain, du lait, des biscuits. Daniel les regarde et en sélectionne une partie, rangeant le reste. Ses mouvements sont prudents, précis. À la demande d'expliquer son choix, il indique que la nourriture n'était pas destinée à tout le monde et était liée à l'évaluation du comportement. Il parle doucement, presque en chuchotant. Cette remarque est consignée par le psychologue, sans précision ni question supplémentaire. La séance se termine calmement et sans pression.
Les crayons sont rangés dans une boîte. Les conclusions sont préparées plus tard sur la base des dessins et des observations. Il y est noté: l'accès à la nourriture dans la famille était utilisé comme moyen de contrôle et de récompense. La privation de nourriture était constante et dépendait du comportement et non du hasard. Les conclusions s'appuient sur les éléments visuels et les paroles de Daniel. Jusque-là, l'enquête ne disposait que de documents, de notes et de témoignages contradictoires des adultes. Désormais, un élément apparaît qui ne dépend pas de leurs paroles et ne peut être expliqué par un malentendu. L'étape suivante concerne les mesures spécifiques qui ont été prises dans cette maison et la manière dont elles ont été consignées par l'enquête. À la mi-mars 2002, l'enquête n'a plus le sentiment que le dossier doit encore être assemblé pièce par pièce. Les éléments comprennent déjà des rapports médicaux, des résultats d'expertise, des rapports de spécialistes de l'hôpital et les divergences enregistrées dans les témoignages des adultes. Tous ces éléments commencent à concorder. Le tableau devient cohérent et de moins en moins dépendant des paroles de quiconque. Le 18 mars 2002, Lorraine et son mari Marc sont convoqués pour une notification officielle de mise en examen. La procédure se déroule calmement et sans explication superflue. Les chefs d'accusation sont lus séquentiellement, point par point. La voix du lecteur est monotone. Le langage juridique ne souffre pas les intonations. Lorraine écoute en silence, sans presque changer d'expression. Ses mains reposent sur ses genoux, ses doigts sont croisés. Marc se crispe visiblement, clarifie plusieurs fois les formulations et demande une pause pour parler à son avocat. Dès le lendemain, le 19 mars, par l'intermédiaire de sa défense, Marc fait savoir qu'il est prêt à coopérer, sans déclaration publique et sans tentative de rejeter immédiatement la responsabilité. Il s'agit d'un accord par lequel il s'engage à donner des témoignages complets en échange d'un allègement de sa responsabilité. L'enquête accepte ce signal et fixe les conditions. Les documents sont signés le soir même. La première explication détaillée de Marc est donnée le 21 mars 2002. Son récit ne semble ni émotionnel ni justificatif. Il parle calmement, en respectant la chronologie. Il cite des dates, décrit comment les rôles étaient répartis dans la maison et qui prenait les décisions clés. Il souligne que l'initiative venait de Lorraine. Il indique la période où les restrictions sont devenues permanentes et explique qui veillait à leur respect. Il s'attarde spécifiquement sur la vie quotidienne dans la maison. Il raconte où Daniel se trouvait pendant la journée, quand il était autorisé à sortir et à quel moment l'accès aux autres pièces était fermé. Il décrit en détail comment la nourriture était utilisée comme moyen de récompense ou de privation selon le comportement. Sa voix est égale. Les pauses sont courtes. Ces détails coïncident avec ce qui avait été précédemment enregistré à l'hôpital et reflété dans les dessins. Les enquêteurs vérifient ces dires pas à pas. Ils confrontent les dates, la séquence des événements, les petits détails du quotidien. Aucune divergence significative n'est détectée. Le témoignage de Marc ne contredit pas les données médicales, les conclusions des spécialistes et les résultats de la perquisition. Parallèlement, les éléments sont présentés à Lorraine. Elle refuse de plaider coupable et continue d'insister sur sa propre version. Sa voix est assurée, son regard est direct. Cependant, à ce moment-là, cette ligne ne semble plus cohérente. Certains épisodes sont réfutés par des documents, d'autres par le témoignage de son mari. La construction générale se désagrège en fragments séparés et non liés. Fin mars 2002, l'enquête dispose d'une chronologie reconstituée des événements, d'une compréhension de la répartition des rôles et d'une idée claire de qui contrôlait ce qui se passait dans la maison depuis plusieurs années. À partir de ce moment, l'enquête passe à la reconstitution de la séquence spécifique des événements à l'intérieur de la maison. La reconstitution commence le matin, sur la base des témoignages des adultes, des données médicales et des conclusions des spécialistes. Un tableau stable est établi. La journée dans la maison commençait de manière extérieurement calme et habituelle. Les autres membres de la famille se réunissaient dans la cuisine, prenaient leur petit déjeuner, discutaient de choses quotidiennes ordinaires et des plans pour la journée, le tintement de la vaisselle, l'odeur du café, des voix. Pour eux, c'était un matin standard, sans tension ni conflit.
Daniel n'était pas inclus dans cette routine. Sa présence dans la vie commune de la maison n'était ni prise en compte ni discutée, comme s'il n'existait pas. La majeure partie du temps, il se trouvait dans une petite pièce de service. Cet espace était initialement utilisé comme débarras et n'était pas destiné à l'habitation humaine. 1 mètre sur 1,50 m, sans fenêtre, sans lumière. L'accès y était contrôlé par les adultes. La possibilité d'en sortir ne dépendait pas de l'heure de la journée et n'avait pas d'horaire fixe. Tout était décidé au cas par cas, selon l'humeur, selon les circonstances. Pendant la journée, il y restait seul. Tout bruit était perçu comme une infraction à l'ordre établi. Dans ces moments, les conditions devenaient plus strictes. Cette conclusion s'appuie non seulement sur les témoignages, mais aussi sur les données médicales. Les médecins ont ensuite enregistré des traces de vieilles blessures, subies à différentes périodes. Leur nature indique des mauvais traitements répétés, coïncidant dans le temps avec les périodes d'isolement décrites. Le soir, la situation ne changeait que partiellement. La possibilité d'obtenir de la nourriture dépendait directement de son calme pendant la journée. Une assiette pouvait apparaître, ou pas. Cet arrangement se répétait régulièrement. Il n'apparaissait pas aux adultes comme une mesure d'urgence ou une solution temporaire. C'était un mécanisme de contrôle habituel intégré à la vie quotidienne de la maison, comme le nettoyage, comme la lessive. Le comportement des autres membres de la famille est analysé séparément. Les témoignages montrent clairement qu'ils étaient habitués à ne pas intervenir et à ne pas poser de questions. Ce qui se passait était perçu comme une norme établie. Avec le temps, l'attention portée à cela a complètement disparu. L'isolement d'un membre de la famille a cessé d'être perçu comme quelque chose nécessitant des explications. C'était toujours ainsi. Et c'est toujours ainsi. En conséquence, l'enquête ne voit pas des épisodes isolés, mais un système stable qui a existé pendant des années. Tout dans la maison obéissait à ces règles. Elles étaient maintenues par le silence, l'habitude et le fait que ce qui se passait n'était plus perçu comme sortant des limites du tolérable. Cette reconstitution fixe l'essentiel. Les restrictions, l'isolement et les mauvais traitements étaient appliqués sciemment et de manière cohérente. C'est cet ordre qui est confirmé par les éléments du dossier. À ce stade, l'enquête dispose d'un tableau complet de ce qui s'est passé dans la maison, structuré par le temps et les actions, et cela est suffisant pour transmettre l'affaire au tribunal et entamer la phase suivante du processus. Les audiences du tribunal commencent le 12 mars 2003 devant la cour de district du comté de Tarrant, Texas. Le procès se déroule à huis clos. C'est une mesure standard pour les affaires de ce type. La salle est occupée par les parties de l'accusation et de la défense, des représentants des services sociaux, des experts et des témoins. Les bancs sont presque vides. Il n'y a pas de journalistes. Le procureur commence par une présentation chronologique des événements. Il rappelle à la cour comment la vie était organisée dans la maison pendant plusieurs années. Les éléments du dossier comprennent des photographies des lieux prises lors de la perquisition, des rapports médicaux, des rapports d'experts et des extraits d'interrogatoire. Tous les éléments s'assemblent en une chaîne unique et se complètent, sans contradiction. La voix du procureur est égale. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ensuite, la parole est donnée aux médecins. Ils expliquent en détail les changements constatés lors de l'admission de Daniel et comment ces données se rapportent aux conditions établies au cours de l'enquête. Il est spécifiquement souligné que l'état constaté s'est développé progressivement et n'est pas apparu en peu de temps. Ces conclusions sont confirmées par les résultats des examens et la dynamique de récupération. Des chiffres sont projetés sur l'écran, graphiques, tableaux. Après cela, le tribunal entend le témoignage de Marc. Il confirme les épisodes clés dont il a parlé précédemment et décrit la répartition des rôles dans la maison. Ces paroles coïncident avec ce qui est déjà consigné dans les documents du dossier et les conclusions des spécialistes. Aucune divergence significative n'apparaît. Il parle doucement. Il regarde le sol. La ligne de défense de Lorraine est construite autour de la version d'un trouble mental, à laquelle la défense avait déjà fait appel au stade de l'enquête.
Une expertise psychiatrique précédemment menée est soumise à l'examen du tribunal. Selon ces conclusions, les spécialistes parviennent à la conclusion que Lorraine était consciente de ses actions et pouvait les contrôler. Ce rapport est lu en audience et versé au dossier. La défense ne s'y oppose pas. Après plusieurs semaines d'audience, le tribunal passe aux plaidoiries. L'accusation insiste sur la peine maximale, soulignant le caractère systémique de ce qui s'est passé et sa durée. La défense se limite à tenter d'adoucir les formulations, sans contester les faits. Les arguments sonnent formels, il n'y a aucune énergie en eux. La lecture du verdict prend quelques minutes. Le juge lit lentement, chaque mot distinctement. Lorraine est condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, avec transfert à l'établissement correctionnel pour femmes Mountain View Unit au Texas, destiné aux personnes condamnées pour des crimes particulièrement graves. Mark reçoit 30 ans de réclusion et est envoyé à l'établissement correctionnel de Telford Unit où purgent leur peine les condamnés pour des affaires particulièrement graves dans le cadre d'accords avec l'enquête. Lorraine ne bouge pas. Elle regarde droit devant elle, son visage est immobile. Ainsi s'achève la partie judiciaire de l'affaire. La décision entérine l'évaluation juridique de tout ce qui a pu être reconstitué au cours de l'enquête et résume les événements qui sont longtemps restés cachés derrière la façade d'une maison d'apparence prospère. Après le verdict, l'histoire ne se termine pas. Le tribunal met un point final à l'affaire pénale, mais pour ceux qui ont vécu dans cette maison, tout ne fait que commencer. S'ensuit la reconstruction, loin des caméras et de la publicité. Daniel est transféré dans un centre de réadaptation spécialisé. Le rétablissement est lent et se fait sous la surveillance constante des médecins. L'alimentation et l'activité physique sont introduites progressivement. D'abord les bouillons, puis les bouillies, ensuite la nourriture solide. Tout changement est suivi quotidiennement. Ce n'est pas un processus rapide, mais la dynamique est jugée stable. Les graphiques montent, les chiffres changent. Parallèlement, les services de protection de l'enfance décident du retrait complet de tous les membres de la famille de l'ancien domicile. Leurs destins futurs sont examinés séparément. Les contacts entre eux sont maintenus de manière limitée et uniquement sous le contrôle de spécialistes. Pour Daniel, une famille d'accueil est trouvée, prête à travailler sur le long terme avec les conséquences de ce qu'il a vécu. Le processus prend des mois et se déroule sans publicité. Documents, entretiens, vérifications. Plus tard, de rares photographies apparaissent, prises en dehors du contexte de l'affaire. Sur l'une d'elles, Daniel sur une balançoire. Sur une autre, il tient une glace à la main. Elles ne sont accompagnées d'aucun commentaire et existent comme une confirmation que le rétablissement a été possible. L'affaire elle-même reste dans les milieux professionnels comme un exemple de la manière dont des mauvais traitements sélectifs peuvent passer inaperçus pendant des années au sein d'une famille d'apparence prospère. Le verdict clôt la question de la responsabilité, mais ne donne pas de réponse à tout le reste, à savoir comment cela a pu durer si longtemps, à savoir pourquoi personne n'a rien remarqué, à savoir ce qui se passait dans sa tête toutes ces années. C'est précisément ce qui rend de telles histoires particulièrement difficiles à détecter. À l'extérieur, une pelouse tondue, des jouets dans la cour, des balades à vélo. À l'intérieur, une porte fermée au bout du couloir, et celui que l'on a cessé de voir.